cela va être bien sûr un héritage, cette expérience du risque, cette rencontre avec un risque qui est à la fois métaphysique et puis éthique, ça va laisser des empreintes durables. Je voudrais vous donner 3 exemples d'empreintes durables et qui demeurent encore aujourd'hui. Le premier point, vous le savez bien sûr, hein, c'est que c'est la même époque où va apparaître le libéralisme. Et j'y reviendrai par la suite. Qu'est-ce qui qualifie le libéralisme? Je vais le dire en un mot rapide. Hein. Le propre du libéralisme, c'est de dire le gouvernement est suffisamment maintenant bienveillant ou suffisamment affûté, je ne sais pas, ou rusé, pour se retirer un peu afin de laisser aux individus la possibilité de choisir leur vie dans l'espace privé. Admettre qu'il y a un espace privé dans lequel l'État se retire, c'est considérer alors qu'il commence à y avoir une amplitude de liberté et une possibilité d'autonomie de la part de l'individu. Donc on est bien là dans une philosophie du risque. C'est prendre le risque de dire à l'individu « débrouille-toi ». Ce n'est plus l'État tutélaire qui va décider pour toi. Ça, c'est le XVIIIe siècle, c'est la pensée libérale. Il y a bien sûr aussi d'autres éléments qui vont accompagner ce mouvement-là. Et bien sûr, le processus de laïcisation du monde qui va progressivement se mettre en place à partir du XVIIIe siècle, il procède de ça encore. Il considère qu'il y a l'extension d'une sphère privée dans laquelle chacun, au fond, renvoie à ses intimes convictions et qui est séparé d'une régie, d'une organisation par les structures supérieures qui seraient comme des puissances tutélaires, là encore l'État ou l'Église. Donc on voit bien en quoi effectivement ce 18e, eh bien, il est le moment de la bascule par quoi une philosophie du risque se met en place qui va être superbement illustrée par Sartre. Mais en même temps, cette superbe philosophie de laquelle, pour l'instant, je fais l'éloge, c'est aussi une philosophie qui va être récupérée et subvertie par ce qui apparaît aussi au XVIIIe siècle et qui accompagne le mouvement du libéralisme, qui est la révolution industrielle et qui est le capitalisme. Et là, je crois que ça vaut la peine d'en parler dans mon ultime mouvement. Pourquoi ? Parce que vous savez, le propre du capitalisme, nous dit Marx dans son manifeste du Parti communiste, il dit le propre de la bourgeoisie, c'est que c'est une classe essentiellement révolutionnaire. Elle bouleverse tout, elle récupère systématiquement tous les acquis pour en faire autre chose. Dès qu'il y a un processus qui est un processus révolutionnaire, loin de s'y opposer, la bourgeoisie s'en empare pour en faire son propre miel. Ainsi, par exemple, les autorités et les institutions se tâtent en 2018 pour commémorer mai 68, lors de laquelle, bien sûr, on en finissait avec les commémorations et les institutions. Ça, on pourrait dire, c'est le processus du capital, qui va récupérer toutes les avancées révolutionnaires afin de les mettre au service du capital. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe notamment aujourd'hui? C'est ce point, je crois, qu'il faut aussi vraiment aborder parce qu'il est très important. C'est que le risque, la philosophie du risque, l'éloge que j'ai fait du risque à travers ce chemin de pensée que j'ai fait, disons, sur les 3-4 derniers siècles, cet éloge du risque, il va être aussi récupéré par le capital. Mais il va être détourné et il va être subverti de sa fonction première. Alors, sous quelle forme? Vous le savez, je crois qu'il y a 2 formes qui sont assez intéressantes dans la récupération de la question du risque, et ces 2 formes qui sont des formes contradictoires. La première forme, c'est quoi? C'est il faut faire l'éloge du risque, mais à une condition. C'est que ce risque soit un risque qui soit pris individuellement. Alors, il y a un auteur qui a bien développé ça, il s'appelle Boltanski. Et Boltanski, en 92, il écrit un chouette petit bouquin où il montre qu'il y a une mue du capital. Et la mue du capital aujourd'hui, c'est quoi? Il s'agit d'exploiter, mais plus seulement les ressources naturelles, il faut exploiter aussi les ressources intérieures et les ressources subjectives. Et pour exploiter et presser le citron des ressources subjectives, il faut valoriser l'individu et tout faire pour qu'il ait une disposition à l'autonomie, à la prise d'initiative, à la créativité. Et dans ce registre-là, qu'est-ce qu'on espère de lui? On espère justement qu'il prenne sans cesse des risques pour qu'il devienne à lui-même son propre entrepreneur, auto-entreprise. Et ainsi, vous savez, vous connaissez l'expression, on n'est jamais si bien asservi que par soi-même. Hein. C'est-à-dire que l'asservissement qui était auparavant un asservissement de classe, et grâce à quoi il pouvait y avoir une riposte de classe, est maintenant un asservissement qui n'est plus simplement un asservissement à cause d'une pression de la part du contremaître, mais un asservissement auquel je consens librement, que j'entretiens, et je suis alors à la fois celui qui est exploité et celui qui s'exploite.
Et de ce fait, la matière première de ma propre exploitation, quelle est-elle? Ma subjectivité. Donc il y a bien ici un détournement de la notion de risque. Car la notion de risque, de laquelle je vous ai parlé tout à l'heure, dans son cheminement sur 3 siècles, est accomplie par Sartre. De quoi faisait-elle l'éloge? Elle faisait l'éloge de l'individu en tant qu'il essaie, bien sûr, de s'auto-définir, mais pour être à lui-même sa propre fin. Alors que dans le Capital, lorsque l'individu cherche à se redéfinir, ou plus exactement, à se reconfigurer à travers des stages de développement personnel, croyez-vous vraiment, et croit-il lui seulement, que cela sert à son développement personnel? Ou n'y a-t-il pas ici, pour lui, une stratégie à laquelle il consent, volontairement ou pas, pour se profiler afin d'être plus exploitable encore que celui qui pourrait être son concurrent sur ce marché du travail qui est maintenant le marché du travail de la subjectivité, de la sensibilité, de la prise d'initiative. Et donc là, notre malheureux individu qui croit prendre des risques en étant un battant et en voulant remonter la vie de la banlieue, en devenant lui-même titulaire d'un numéro de sirette, qu'est-ce que vous croyez qu'il fait? Il ne fait rien d'autre que de devenir le coupe-papier d'un système qui a besoin d'individus qui s'exploitent eux-mêmes. Et de ce fait, il a renoncé à être celui qui fait l'expérience profonde, métaphysique, politique du risque. Vous voyez ici la subversion comme elle est redoutable? Puis il y a un deuxième élément qui est important, parce que ce qui est assez remarquable dans notre monde, c'est qu'il est vraiment marqué au sceau de la contradiction. C'est-à-dire d'un côté, il y a cette idée de l'exhortation, qui est l'exhortation à la prise de risque individuelle, dont vous avez compris toute l'imposture par rapport au chemin que j'essaie de vous exposer. Et puis le deuxième élément, et de manière simultanée, mais je crois que ce n'est pas un hasard, j'y reviendrai plus tard, la même société, c'est une société qui tient toujours un discours, on va dire principe de précaution, on va être encore plus net, principe de sécurisation maximale. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Alors déjà, premier élément, comment se fait-il que les deux vont ensemble? Sans doute que les deux vont ensemble pour que ça aille mal, et pour qu'il y ait des injonctions contradictoires, et pour qu'il puisse y avoir alors une véritable production pathogène de la société. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut peut-être aussi envisager. Mais il y a aussi une deuxième raison qui est importante. Dès lors que vous êtes dans l'obsession du tout sécuritaire, dès lors que vous pourchassez le risque dont par ailleurs vous faites l'éloge en des termes individuels, qu'est-ce que vous faites? Cette sécurisation, cette obsession de la sécurité, ce principe de précaution, je vais le dire autrement, qu'est-ce qu'il fait? Il policiarise le politique. Il policiarise le politique. Je vais me le dire encore mieux et plus radicalement pour que vous saisissiez bien ce qui se joue là. En fait, il est en train de dire qu'il faut qu'on arrive à mettre en équation les risques. C'est ça au fond. Il faut qu'on arrive à être dans l'ordre du prévisionnel. Il faut qu'il y ait une prévisibilité, une anticipation. Donc le discours sécuritaire par quoi on va donner des tasers aux gendarmes, c'est le même discours par quoi au sein des services, ils vont circuler des notes de service dans lesquelles on va vous demander des évaluations qui vont permettre alors l'année suivante de faire des prévisions qui seront plus justes et plus précises. C'est le même profil. Et le même profil, quel est-il? C'est un profil qui vise à dire au fond, d'un côté comme de l'autre, du côté de la sécurité ou du côté du prévisionnel, on estime que la société, le politique, est marqué au sceau du prévisionnel. Et dès lors qu'il est marqué au sceau du provisionnel, dès lors qu'il est marqué au sceau du reproductible, s'il est prévisionnel, il est reproductible. Ça veut dire que le politique n'est rien d'autre qu'une pure technique, une pure technicité, et qui peut être mesurée à travers des indices qui sont des indices d'efficacité. Pour le dire autrement, finalement, en politique, on n'a plus besoin de politique. Et en politique, on a besoin de quoi? D'ingénieurs, de personnes compétentes dans le champ de la techno-rationalité. Or, quand tout à l'heure, je vous ai parlé avec Sartre de cette expérience du risque par quoi je me construis. Cette expérience chez Sartre, quand elle se décline sous la forme de l'engagement, c'est une expérience politique. C'est-à-dire, moi, je décide de ma vie, mais collectivement aussi, nous avons à la décider. Et toute l'affaire du politique chez Sartre, c'est quoi? Qu'est-ce qui se joue dans le politique? Le politique, c'est quoi? C'est le moment où les hommes s'associent les uns aux autres
et font tout pour laisser trace dans l'histoire. Dès lors que vous laissez trace dans l'histoire, qu'est-ce que vous faites? Vous dites que demain n'est pas comme hier. Le monde n'est pas marqué au sceau de la reproduction. Le monde, ça n'est pas la reproduction du même. Le monde, ce n'est pas la prévisibilité, mais le monde politique n'est pas le lieu de la prévisibilité, mais le lieu dans lequel nous élaborons l'imprévisible. Et par quoi? Nous faisons l'expérience de la liberté. Et où apparaît-elle? Dans l'histoire. L'histoire est la matrice par quoi les hommes, collectivement, scandent les conquêtes de leur liberté. 1834, 1848, 1871, 1968, si vous voulez. Que sont ces moments-là? Ce ne sont rien d'autre que des moments de rupture. Et en tant qu'ils sont moments de rupture, de cassure par rapport au prévisionnel, ils sont l'entrée de l'homme au plan collectif dans la sphère de sa liberté. Vous saisissez ça? Et comme par hasard, alors, comme par hasard, le dispositif qu'est le nôtre aujourd'hui est un dispositif qui, dans le plan individuel, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, fait croire aux individus qu'ils ont des risques à prendre individuellement. Mais ils sont profilés en vue d'une fin et d'une fonction qui leur est assignée par le système. Et collectivement, le discours qui est le discours à la fois techno-rationnel et policiaro-politique, l'un comme l'autre, sont des discours qui sont terrorisés par l'idée que puisse émerger le politique. Parce que le politique, c'est l'émergence de l'imprévisibilité. Vous saisissez ça? Et donc, si vous voulez, c'est là où je voulais vous emmener. Hein. Puis maintenant, c'est bon, hein, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Là où je voulais vous emmener, c'était dans ces deux pôles qui sont pour moi, enfin, ces trois pôles qui sont pour moi importants. Le risque, c'est une éthique de l'audace dans un monde qui est marqué au sceau de la prévisibilité. Cela, deuxième mouvement de mon analyse, cela, ça a été le lent travail de l'histoire humaine qui a abouti, me semble-t-il, à tout ce que Sartre a pu nous expliquer au XXe siècle avec sa philosophie de l'engagement. Le risque est la condition par quoi l'homme se déconditionne et s'accomplit comme homme. Mais en même temps, ce discours-là, récupéré qu'il est aujourd'hui par le capital, devient son propre ennemi. Et l'idéologie du risque, je ne dis plus la philosophie du risque, l'idéologie du risque qui étant glorifiée aujourd'hui devient ce par quoi nous risquons de retomber dans ce qui peut déshumaniser l'homme. Vous voyez ça? Donc avec ces trois étapes, étymologie du risque, philosophie du risque, idéologie du risque. Alors voilà, hein. Bon, je ne sais pas, il faudrait que je conclue, hein. C'est chaud bouillant. C'est chaud bouillant entre le 2 et le 3. Hein. C'est chaud bouillant. Hein. Comment être suffisamment affûté et repérer ce qui se joue dans le risque, qui est la condition de l'émancipation humaine, et ce qui aujourd'hui se joue dans le risque, et qui est la condition de l'aliénation consentie. On n'est pas rendu, hein. On n'est pas rendu, hein. Mais cette question, il faut vraiment que nous nous la posions, parce que nous sommes toujours inscrits dans cet héritage quadricentenaire duquel j'ai parlé dans le Grand 2, et en même temps, dans un contexte qui est un contexte idéologique, politique, économique, qui nous inscrit dans une contradiction, sécurité, prise d'initiative, qui en fait travaille contre nous. Alors, voie difficile que trouver le juste accord entre ce que j'appelais la philosophie du risque et ce dont je vous invite à vous méfier, que j'appelais l'idéologie du risque, voie étroite. Mais, hein, comme on l'a dit en introduction, l'éthique, c'est toujours un peu ça, hein, c'est toujours un petit peu la galère, hein, et au fond, généralement, comme ça, à la fin des exposés, on n'en sait pas beaucoup plus qu'au début. Donc, voilà, quoi, je crois que c'était peut-être pas vraiment la peine de venir. Je vous remercie.